Didier Lapostre, bonjour. Je montre votre livre Des pigeons dans la ville aux éditions Aéro, votre association qui essaye de défendre comme elle peut ce pauvre pigeon. Ça serait bien aussi qu'on donne un peu des choses positives parce que contrairement à ce que les gens pensent, le pigeon nous apporte énormément de choses. Alors je voudrais bien qu'on démarre par les agriculteurs. Vous nous rappelez qu'au 19e siècle, les agriculteurs s'étaient enfin rendus compte que les pigeons c'était utile. En quoi? Oui, parce que pendant longtemps, les agriculteurs se plaignaient de mauvaises récoltes dues au pillage par les oiseaux et entre autres les pigeons des nobles qui seraient venus piller, prendre une partie de leur récolte. Et dans les faits, ils se sont aperçus progressivement, à l'époque il y avait des sociétés d'agriculture au 19e siècle, et dès les années 1830-1840, les sociétés d'agriculture se sont aperçues que, faute d'avoir des pigeons dans les champs, ils se retrouvaient avec plus de problèmes, d'un blé de moins bonne qualité, et dans notre livre on publie ces arguments de l'époque de ces sociétés d'agriculteurs qui disent il faut réintroduire le pigeon. Et donc, si vous voulez, il apportait quelque chose dans ces périodes où il n'y avait pas encore d'engrais chimiques ou tout ça, et où l'homme devait vivre avec cette nature qui est partagé avec cette nature, et les agriculteurs mettaient bien en avant le fait que si on voulait, et encore aujourd'hui on a ça pour les jardiniers, on sait que si on a des pigeons à proximité, on va dans une pelouse par exemple qu'on veut planter, si on se dit on doit mettre 1 kilo de graines, eh bien on en met 5 ou 10% de plus qui correspondra à ce que peut venir manger le pigeon, les pigeons ou d'autres espèces d'oiseaux. Ouais, c'est comme ça ils entretiennent la terre. Bien sûr. Alors, dans leur qualité, évidemment, on est en train de découvrir beaucoup de choses, notamment sur leur sens de l'orientation. Incroyable. On ne sait toujours pas très bien, d'ailleurs, comment ils arrivent à s'orienter. Beaucoup d'études, peu de certitudes sur la question. Nous, ce qu'on observe, c'est par exemple ces mouvements dans les observations concernant les pigeons. C'est très intéressant. C'est de voir les façons différentes qu'ils ont d'organiser leur journée. C'est-à-dire que vous avez des pigeons qui quittent Paris le matin et qui vont prendre un grand couloir aérien sur le Mont Valérien ou, encore plus au sud, sud-ouest, Vélizy. Et ils vont traverser comme ça, et vous voyez sur ces deux couloirs aériens plus de 500 pigeons passer, et vous les voyez dans le ciel. Alors il faut avoir le sens de l'observation, mais nous on les appelle dans notre langage les hauts volants, parce qu'ils sont très hauts dans le ciel. Et puis vous en avez d'autres qui sont à vos pieds, qui viennent quémander, tout ça. Eux, ils sont complètement sédentarisés, c'est toujours les mêmes que vous voyez là. Et puis vous avez un genre intermédiaire, on va dire, un groupement intermédiaire. Ce sont des pigeons qui, comme l'a exposé une scientifique américaine, Rose, qui font 5-10 endroits différents pour venir manger leurs 30 grammes de nourriture par jour. Donc des comportements très différenciés, circulant en groupe ou en individualité, et le soir on retombe sur ce même type d'organisation, des pigeons qui préfèrent une vie plus individualisée, sur un balcon, sur un rebord de fenêtre, ce qui ne nous fait pas plaisir, nous les humains, ou alors ils vont se mettre en randonnion sur un rebord d'église ou un rebord de façade, quel qu'il soit, et là vivre en groupe. Des comportements très différents. Ce qui montre en fait un pouvoir d'adaptation incroyable. En fait, ils arrivent à s'adapter à toutes les situations finalement. Adaptation très forte du pigeon, adaptation à la nourriture, ils peuvent manger des graines, ils peuvent... Par exemple, nous, quand on donne dans les pigeonniers que l'on gère, on voit très bien comment ils mangent, on donne un mélange de graines très riche, avec des pois, du maïs, etc. Et en premier, ils mangent les pois, puis le maïs, puis en dernier, pour les moins vaillants, il reste le blé qui est moins prisé que les autres. Donc ils choisissent le bon grain, si on peut dire, par rapport au reste. Donc vous voyez, c'est des comportements très individualisés. On n'est pas habitué à percevoir le pigeon en tant qu'individu. Et pourtant,
Voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas un problème de culture sur le pigeon? Pourtant, on a beaucoup aimé les pigeons, mais est-ce qu'il n'y a pas des pays et des peuples qui sont plus forts, entre guillemets, là-dessus? On a parlé de Ben Laden qui avait des pigeons. Est-ce qu'il y a encore des sociétés où on a une culture, un sens du pigeon, on connaît mieux le pigeon et mieux son intelligence et sa psychologie? Alors, toute la péninsule arabique, jusqu'en Afghanistan, tout ça, les gens ont une connaissance phénoménale du pigeon sous contrôle de l'homme, du pigeon d'élevage, le pigeon soit pour la colombiculture, soit pour la colombophilie. Hein, c'est vraiment, l'homme utilise cet animal pour manger, pour ses fientes ou comme messager. Donc là, on a des cultures qui connaissent très bien les pigeons, qui connaissent tout leur comportement, qui savent comment ils peuvent s'adapter, etc. Donc ça, ces cultures-là, elles connaissent nettement mieux que nous le pigeon. Il est vrai aussi que nous, dans nos sociétés urbaines, on a déjà du mal à se supporter en tant qu'humains. Alors, effectivement, quand un pigeon vient sur mon balcon et il dépose ses fientes, c'est sûr que j'ai déjà du mal à supporter mon voisin. Alors, est-ce que je vais être en capacité de supporter cet intrus qui vient sur mon balcon? Bon, alors merci d'écrire un livre pour les défendre. On essaie de le faire.